Le Mali et la Guinée-Conakry sur la même longueur d'onde. Bamako reçoit la délégation conduite par le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence guinéenne, au lendemain de la visite malienne. Le colonel Camara est porteur des messages d'amitié et de fraternité de son président à son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta. Consolidation de la paix et de la cohésion sociale, elle passe par la réussite de ces 33 micro-projets orientés vers les jeunes dans le cadre de la tenue d'activités citoyennes en faveur de la stabilité au Mali, une initiative financée par l'Union européenne et qui sera exécutée dans les régions de Ségou et de San. Le Mali trône désormais au sommet de la robotique africaine. Sur les 4 équipes qui ont représenté notre pays à la compétition panafricaine de robotique à Dakar, 3 se sont classés première face aux représentants de 20 pays, un exploit réalisé par des enfants âgés de 13 à 20 ans et dans ce journal, on va les rencontrer. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Bamako reçoit depuis hier après-midi une délégation conduite par le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence guinéenne. Elle a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui le colonel Amara Camara a remis le message d'amitié et de fraternité du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la Guinée-Conakry. Le chef de la délégation à sa sortie de Lyon s'est exprimé au micro de Dougou Fana Traoré. Je veux d'abord remercier vraiment le colonel président Assimi Goïta pour l'honneur qu'il nous a fait en nous accordant une audience aujourd'hui et la délégation guinéenne conduite par ma personne. Il était question de venir lui transmettre les messages d'amitié et de fraternité de son frère et ami le colonel Mamadi Doumbouya, également lui faire le compte rendu des réunions que nous avons eues avec la partie malienne sur des sujets d'intérêt stratégique de nos deux pays et lui remercier pour toute l'attention et la main tendue que lui et son gouvernement essaient d'accorder à la transition guinéenne. Également échanger sur des questions de réussite dans l'intérêt de nos deux peuples. C'est ce dont il a été question essentiellement. Et nous allons bientôt rentrer à Conakry, très satisfait de tout ce qui s'est passé à Bamako. Et nous espérons pouvoir revenir très rapidement pour donner suite aux conclusions de nos travaux. En tout cas, nous partons très satisfaits. Merci au président, au gouvernement et à l'ensemble du peuple mali. Et nous voulons profiter de ce moment pour souhaiter encore une fois bonne chance et surtout continuer à demander la résilience et la résistance et le soutien que le peuple du Mali essaie d'apporter à la transition malienne. Poursuivons avec la délégation guinéenne qui a eu une séance de travail au ministère des Transports et au ministère de l'Économie et des Finances. Le compte-rendu de Valentin Roger Diallo. Maliens et Guinéens main dans la main pour fructifier davantage les échanges commerciaux. Arrivée hier à 8h30 à Bamako, la délégation guinéenne s'est tout de suite mise à la tâche. Elle a ainsi rencontré les acteurs du secteur du transport et ceux du commerce au ministère des Transports et des Infrastructures. L'objectif est d'échanger sur les aspects techniques pour redynamiser davantage le corridor Bamako-Conakry. Suite à cette rencontre entre parties maliennes et guinéennes, des recommandations ont été faites. Elles concernent principalement les opérations douanières, l'approvisionnement du Mali en carburant, un projet de chemin de fer reliant les deux pays, les tracasseries au niveau des postes de sécurité. Ces recommandations ont donné lieu à une rencontre entre les ministres concernés des deux pays pour échanger essentiellement sur les relations commerciales. Nous sommes très très satisfaits de notre visite ici à Bamako. Et le président, le colonel Mamadi Doumbouya, a été clair en la matière. Les questions liées aux relations entre la Guinée et le Mali sont des relations qui ne sont pas discutables. Pendant la crise, le transit malien a été assuré en toute sécurité et c'est cette crise-là qu'il faut dépasser maintenant pour renforcer dans la durée et c'est pourquoi nous sommes là pour travailler sur cette durée-là. Un comité sectoriel a été mis en place. Au niveau de la douane, ce comité sectoriel fonctionne. C'est plus d'une vingtaine d'instructions conjointes de part et d'autre. 10 sont effectivement mises en œuvre. Les autres sont en cours de déploiement. Les questions ont porté sur la mise en place des comités de facilitation nationaux des transports, ce qui est déjà
opérationnel, parce qu'il y a eu le 22 juillet la tenue du premier comité à Conakry, et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du comité au niveau ministériel. Donc beaucoup de décisions ont été prises et ces décisions vont être relayées au niveau de nos organisations professionnelles pour que quand le trafic va être relancé comme il faut, qu'il n'y ait pas de difficultés et que la fluidité puisse être une réalité sur ce corridor. Après ces séances de travail, l'espoir se dresse pour une mise en œuvre prochaine des décisions prises. Direction la primature, où le chef du gouvernement a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Le diplomate chinois est venu expliquer au chef du gouvernement la politique d'une seule Chine, entre autres. Pour plus de détails, je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Fousseini Tounkara. Et je suis venu aujourd'hui pour informer Monsieur le Premier ministre et expliquer la politique d'une seule Chine qui est constante, c'est-à-dire il n'existe qu'une seule Chine dans le monde, et Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois, et le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique gouvernement légal qui représente toute la Chine. Et je remercie beaucoup le soutien de la politique d'une seule Chine que le gouvernement malien exprime toujours. Et tout à l'heure, M. le Premier ministre a réaffirmé cette politique d'une seule Chine. Une délégation du cercle de Kolokani, les femmes du collectif pour la défense des militaires et la délégation du Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, Fusil Mali également à la primature. Compte rendu Fousseini Tounkara. Propos introductifs de Djadji Diafin Diarra, porte-parole de la délégation du cercle de Kolokani reçue par le chef du gouvernement. La délégation est venue non seulement réaffirmer son soutien aux autorités de la transition, mais aussi demander le renforcement de la sécurité et bien d'autres aspects pour la quiétude des populations du cercle de Kolokani. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous osons compter sur votre indulgence pour satisfaire notre besoin. Veuillez recevoir Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nos considérations les plus respectueuses. En réponse aux différentes préoccupations, le Premier ministre a laissé entendre que l'État jouera toute sa partition. Je dois vous donner l'assurance que tout ce qu'on n'a pas fait, ces personnes ne peuvent pas le faire, parce qu'on est sur plusieurs fronts aujourd'hui. Et il faut que vous teniez bon. Toutes ces attaques sont faites pour démoraliser les Maliens. Comme tout le monde parle de montée en puissance de l'armée, il y en a qui voulaient casser ça pour dire qu'ils vont casser ce mythe. Ce mythe, ils ne vont pas le casser. Pourquoi? Parce que sur le terrain, les soldats maliens ont une détermination sans faille, du jamais vu dans l'histoire récente de notre pays. Moi, j'ai parlé récemment avec des journalistes qui ont été sur le terrain, qui m'ont dit que s'ils n'étaient pas partis sur le terrain voir les soldats, ils n'allaient pas croire à cette détermination. Et la victoire va être certaine. Nous allons réussir aussi grâce au soutien des populations. Parce qu'elles n'abandonnent pas, elles ne se découragent pas, elles ne sont pas démoralisées. Voilà. À la suite de cette délégation, le chef de l'administration malienne a aussi reçu les femmes du collectif pour la défense des militaires et celles du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali. Nous avons pris l'initiative de venir voir le Premier ministre pour venir lui signifier notre soutien dans l'action gouvernementale. Nous tenons aussi à remercier le président de la transition pour sa bravoure et son engagement indéfectible pour la réussite de cette transition. Venir montrer notre soutien à ce gouvernement-là. Nous avons dit au Premier ministre que nous voudrons être des outils de travail pour le gouvernement. Nous adhérons à toutes les actions que le gouvernement pose parce que nous voyons la véracité de tout ce qu'ils font
et nous sommes vraiment de cœur avec le gouvernement. Cette démarche des femmes de Fusil Mali et des CDM est hautement appréciée par Dr Shogel Kokala Maïga. Durant la rencontre, il a rappelé le rôle des femmes et des jeunes dans la réussite de cette période transitoire. Et nous allons rester avec les femmes. Il existe désormais une association des femmes juges du Mali. La participation des femmes aux instances judiciaires et la lutte contre l'impunité dans les cas de violences basées sur le genre seront leurs priorités. À ces femmes-là, Bemba Sibi nous en parle. Le secteur de la justice s'enrichit d'une nouvelle organisation associative. Il s'agit de celle des femmes juges qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Ceci au terme de 5 jours d'atelier. Chers collègues femmes juges du Mali, saisissons cette opportunité pour rendre notre représentation indispensable dans le système judiciaire du Mali, gage d'équité. Ainsi, par notre simple présence, les femmes juges renforce la légitimité des juridictions tout en garantissant l'accès de tous à la justice. Le plaidoyer doit continuer à travers cette nouvelle association qui est mise en place aujourd'hui. Ainsi donc, je lance un appel aux membres de l'association des femmes magistrates du Mali pour leur engagement effectif sans faille à promouvoir la participation des femmes dans le secteur de la justice, mais surtout à accompagner les femmes vulnérables pour un accès équitable à la justice afin de mettre fin à l'impunité contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un combat que les femmes de la nouvelle association entendent prendre à bras le corps. Ceci va contribuer aux actions du gouvernement qui a inscrit la défense des droits des femmes et des filles parmi ses priorités. Il n'est point besoin d'insister sur l'importance d'une association s'inscrivant dans le cadre de la défense des droits des femmes et des filles dans un pays comme le nôtre, confronté malheureusement à des attaques terroristes, à des violences basées sur le genre et d'autres formes de violation des droits particulièrement douloureuses pour les femmes et les filles, notamment dans les localités connaissant l'esclavage par ascendance. Le ministre a également souligné que la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes et l'efficacité de la répression des infractions d'atteinte aux droits des femmes et des filles seront renforcées. Le Mali trône désormais au sommet de la robotique africaine. Sur les 4 équipes qui ont représenté notre pays à la compétition panafricaine de robotique de Dakar 2022, 3 se sont classées premières face aux représentants de 20 pays. Un exploit réalisé par des adolescents âgés de 13 à 20 ans à travers des projets innovants destinés à résoudre les problèmes comme l'accès à l'eau potable, l'inondation, la sécurité ou encore l'autosuffisance alimentaire. Ce soir, avec Abdoulaye Sako et Aruna Diarra, nous vous amenons à Kabala, au QG de ces génies qui font aujourd'hui la fierté de toute une nation. Le combat était dur entre les 20 pays lors de la compétition panafricaine de robotique de Dakar de cette année. Les équipes se battaient à coups d'innovation, de rapidité, de précision et surtout d'habileté dans la conduite des robots. Des critères que les équipes maliennes ont su aligner, ce qui leur a permis de remporter le titre de championne d'Afrique dans 3 catégories. Quel parcours! Mais qui sont ces enfants qui viennent de porter haut le drapeau malien au pays de la Teranga? La première équipe, dénommée Tech, composée de 4 filles et de 3 garçons, devrait résoudre, grâce à sa création, la problématique de l'accès à l'eau potable pour tous. Le défi de cette année était basé sur l'assainissement et le recyclage de l'eau. Dans un premier temps, le robot que nous avons fait devait fermer un robinet pour limiter la consommation de l'eau. Le deuxième but était de récupérer des balles d'eau qui étaient dispersées dans le terrain pour les mettre dans une boîte qui était en hauteur pour la partie assainissement. Et le troisième était de récupérer des balles usées, les placer dans une balance pour faire basculer la balance et récupérer d'autres balles recyclées. Et le temps imparti de ce défi était de 3 minutes. Le projet des Makers, la deuxième équipe malienne, n'avait pas d'égal dans sa catégorie. C'est une véritable révolution dans la quête de l'autosuffisance alimentaire.
Notre défi était de trouver une solution contre la faim en Afrique. Donc, après nos recherches, nous avons décidé de créer Balosso. Balosso est plus qu'une ferme. C'est un champ connecté, au fait. Nous avons décidé de faire la sériculture, qui est la culture dans les serres. L'agriculture, où nous avons cultivé les céréales, comme le mil, maïs et puis le riz. La pisciculture, ici, l'apiculture, nous devons élever ici des abeilles. Tout autour, nous avons des espaces verts. À Balosso, rien ne se perd. Tout est récupéré et réutilisé à d'autres fins. Ici, nous avons l'élevage. Nous avons décidé d'élever des vaches. Et c'est à base des bouses de vaches que nous pouvons avoir de l'électricité pour alimenter tout notre champ. Comment ça? D'après nos recherches, on a trouvé que 30 kg de bouses de vaches pouvaient donner jusqu'à 3 kWh d'électricité par an. Donc, nous avons décidé ici, après les bouses de vaches, après leur tête, ils seront transportés ici. Donc, ils seront traités et puis viendront ici dans le central qui va disperser de l'énergie dans le champ. Imaginez-vous pouvoir piloter un robot qui peut assurer la livraison de vos produits, assurer la sécurité ou aider quelqu'un à traverser la route. Comment y arriver? C'est ce secret que détiennent les ingénieurs qui constituent la 3e équipe malienne. Ce projet a un impact très très important. Par exemple, dans notre pays, ça pourrait aider les gens dans les hôpitaux et aussi dans l'armée. Parce que les composants que nous avons eu à utiliser, par exemple les LEDAR et les caméras, ce sont des composants de la dernière génération. En faisant un peu de programmation, et ça va donner des résultats beaucoup plus intéressants. Même s'ils ont été obligés de changer le design de leur robot à 24 heures de la compétition, les membres de la 4e équipe, à savoir les Stars, ont tout de même réussi à se classer 5e sur 20. C'est là grâce à la pertinence de leur projet. Nous avons travaillé sur un projet qui est un robot qui sera capable de diminuer l'impact de la sécheresse, de lutter contre l'inondation et aussi de promouvoir l'agriculture résiliente. Derrière cet exploit des enfants se cache l'acharnement d'un homme. Depuis la création de ce centre jusqu'à maintenant, nous avons touché à peu près plus de 6 000 jeunes enfants et formé plus de 1500. Je lance un appel auprès des autorités maliennes et internationales de nous appuyer non seulement techniquement pour pouvoir approvisionner ce centre avec des outils nécessaires pour pérenniser des activités de ce centre. Malgré les difficultés, ces enfants, dont la moyenne d'âge est de 20 ans, ont réussi à faire flotter le drapeau malien au sommet de l'intelligence africaine. Et tenez-vous bien, ils ne comptent pas s'arrêter là. Nous avons dominé l'Afrique. Cette fois-ci, nous comptons dominer le monde, si on nous donne les moyens nécessaires. La robotique, ce n'est pas un jeu, c'est l'avenir de notre pays. Bravo Mali! Vive le Mali! Oui, vive le Mali, la montée en puissance du génie malien. Bravo à ces adolescents et bravo pour le Mali. Le mouvement Yereoulo debout sur les remparts a organisé hier vendredi un meeting. Mohamed Kayentao et Yacouba Kone étaient sur place. Nous allons revenir sur cette initiative que nous vous avons montrée hier dans notre 20h en images. Il s'agit de l'excellence au féminin, félicité par Madame le ministre de l'Éducation nationale. 3 diplômés d'études fondamentales, session 2022 chez Madame le ministre, afin de lui présenter les résultats de leur année scolaire. Elle a félicité le courage et le talent des récipiendaires et les encourage à plus d'abnégation dans le travail scolaire. Alpha Maïga nous en parle. Ce vendredi, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, Madame le ministre est ainsi l'hôte de 3 lauréats du diplôme d'études fondamentales d'EF session de 2022. Opportunité toute trouvée par Madame le ministre de se réjouir du talent de ses récipiendaires. Notre objectif, c'est de faire honneur
à nos enfants qui nous ont fait honneur. Nous avons vu à travers ces résultats que c'est des résultats constants. Parce que la moyenne obtenue en classe et la moyenne obtenue à l'examen sont pratiquement les mêmes, à quelques points près. Ça dénote vraiment du sérieux de l'examen, de l'enseignement qu'ils ont reçu en classe. Côté lauréat, la porte-parole a dévoilé son ambition au terme de ses études, mais aussi et surtout a promis aux premiers responsables du département des résultats meilleurs. Vraiment, c'est un honneur d'être ici ce matin, vendredi 5 août 2022. Rencontrer le ministre chargé de l'éducation, ça doit être un honneur pour chaque enfant en âge d'être à l'école. Je suis vraiment contente, très heureuse. Je vais continuer avec la carrière militaire. Mais ce que je souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, c'est d'être médecin. On va lui souhaiter bonne chance. Nos diplômés seront les invités du grain de midi de ce mardi à suivre sur ORTM 1 à partir de 11h mardi prochain. 6e session du conseil d'administration de l'Office du Moyen Bani. Koumba Sissé, reportage. L'Office du Moyen Bani, créé en 2016, met en valeur des activités agricoles dans 33 communes des régions de Ségou, San et Mopti. En 2021, la production céréalière réalisée par la structure a été satisfaisante. Ce sont là quelques informations données au cours de la 6e session du conseil d'administration de l'OMB. L'année dernière, l'Office du Moyen Bani, en termes de production agricole, sur une prévision d'à peu près 300 000 tonnes, on a arrivé à faire jusqu'à 266 000 tonnes, toutes céréales confondues. Donc je dis que ce résultat, en tout cas, est assez satisfaisant parce que en termes de bilan, on est excédentaire. On est excédentaire d'environ 26 000 tonnes comme ça. L'excédent pouvait être plus que ça, mais pour des raisons, en tout cas, de faiblesse de pluie. En tout cas, les cultures sèches ont un peu souffert. Sur le terrain, les travaux sont en cours pour mettre de nouveaux espaces à la disposition des producteurs. Pour l'année 2022, le site devra recevoir l'élaboration d'un cadastre dans les plaines, sont les plaines de Woloni et de Touga. Quant à la plaine de Djéné, le plan de parcellement est déjà établi, car cette opération a été combinée aux travaux d'aménagement. La surface concernée par cette activité est de 23 000 hectares environ. Elle sera couverte par le dispositif de parcellement et d'installation des producteurs, afin d'augmenter de façon considérable la production risicole. Cette année, les prévisions de production céréalière de l'Office du Moyen Bani sont estimées à 312 284 tonnes. La disponibilité des ressources financières et humaines est nécessaire pour la réalisation de ces activités. Voyons la 44e session du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi, c'est avec Ba Traoré. La direction nationale de l'ANP, Agence nationale pour l'emploi, soumet aux administrateurs pour validation au cours de cette 44e session un rapport d'activité qui fait ressortir un bilan de 83 activités exécutées sur 103 prévues pour un taux de réussite de 80,6%. Sur les indicateurs 2021-2025, surtout portion 2021, nous avions enregistré 4 000 demandes d'emploi pour 3 000 offres et ont effectué également 2 000 placements sur l'ensemble du territoire national au niveau de l'emploi salarié. Quand vous prenez également la composante auto-emploi, l'ensemble des activités d'insertion et de promotion d'emploi dans les divers corps de métiers, y compris l'emploi rural, vous avez aussi à ce niveau-là 3 000 emplois générés, auto-emplois générés, donc emplois directs et indirects. Et si nous partons aussi en déclinaison de résultats sur la composante perfectionnement et reconversion, nous avons fait 4 000 entrées en formation qualifiante et diplômante, mais aussi formation à la carte. La structure de promotion de l'emploi a disposé au cours de la même période d'un budget de 7 milliards de francs CFA exécuté à hauteur de souhait.
Les commissaires aux comptes ont certifié les états financiers 2021 de l'agence. À ce niveau, vous avez un total bilan de 7 milliards, qui est dû au fait que l'expertise immobilière du patrimoine foncier a été intégrée au niveau de l'actif du bilan, et ceci donc nous amène à un total bilan de 7 milliards. Et là aussi, le taux d'exécution du budget est de l'ordre de 82%. Cette session se tient à un moment où l'ANPE a entamé en 2021 la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique de développement PSD, Vision 2021-2025. Ce nouveau PSD est la continuation de l'ancien PSD pour faire de l'ANPE d'ici à 2025 un service public d'emploi performant pour la promotion de l'emploi et des compétences pour tous. Les administrateurs ont salué la confirmation du directeur général de l'ANPE à la présidente de l'Association africaine et à la vice-présidence de l'Association mondiale des services d'emploi public. Fademba Keïta va nous parler de la 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'ANASER. Les administrateurs qui sont les responsables des forces de sécurité et de la protection civile, les cadres de l'ANASER et des structures impliquées présents statuent sur ces documents indispensables à l'accomplissement efficient et efficace des missions de l'agence. C'est aussi l'occasion de mettre à nu les activités planifiées et exécutées courant 2021-2022. Par ailleurs, les statistiques d'accidents de la circulation routière peu reluisantes fournies lors d'un atelier de validation invitent les administrateurs et acteurs à s'impliquer davantage afin de réduire le taux élevé de victimes sur nos voies. Sur 49 activités programmées en 2022, 36 ont été exécutées ou en cours d'exécution, soit un taux d'exécution de 73%. 13 n'ont pas été exécutées, soit un taux de non-exécution de 27%. Il ressort de cette validation 10 614 cas d'accidents pour 9 085 blessés et 736 tués. Au cours de cette 23e session ordinaire, l'accent est mis sur le port du casque obligatoire décidé en Conseil des ministres. Le Code de la route, à son article 27 alinéa 1, précise que le port du casque est obligatoire par les motocyclistes. Et donc le Conseil des ministres, en sa session du 15 décembre 2021, a recommandé à ce que le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers l'ANASER, intensifie la communication et mène une campagne de communication sur le port du casque pour que justement les motocyclistes prennent conscience des dangers liés au non-port du casque. Malgré le besoin crucial de personnel et le manque de ressources financières conséquentes, la structure multiplie ses activités en lien avec les missions à elle confiées. L'Agence nationale de la sécurité routière a mis l'accent sur les campagnes de sensibilisation et de formation à l'endroit de la jeunesse, dans les écoles, collèges, lycées, universités et au niveau des associations de jeunes. L'exécution des projets et programmes de l'Agence nationale de la sécurité routière nécessite plus de civisme des usagers à travers le respect du code de la route et une synergie d'action pour combattre le fléau de l'insécurité routière. 33 micro-projets seront financés dans la région de Ségou, dans les régions de Ségou et de San pour consolider la paix et la cohésion sociale. Une signature de convention a eu lieu à cet effet entre le programme Jeunesse et Stabilisation et les organisations de jeunesse bénéficiaires. Il s'agit à travers cette initiative financée par l'Union européenne d'orienter les jeunes vers les activités citoyennes en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Fousseini Samaki, correspondance. À travers la signature de cette convention, le projet Jeunesse et Stabilisation Projes accompagne 33 projets de jeunes des régions de Ségou et San dans le domaine de la citoyenneté et éveil socio-éducatif. Ces micro-projets financés permettront de lutter contre la militarisation croissante des communautés dont les jeunes sont les premières cibles. Les activités socio-éducatives destinées à la catégorie jeunesse se présentent sous les formats suivants. Événements sportifs, événements culturels comme les théâtres, les concours de poésie, de musique, etc. Le renforcement des capacités des pairs par la formation à la prévention, la gestion des conflits et la formation au contrôle citoyen. Les activités citoyennes avec la connaissance des institutions et des activités d'intérêt collectif et aussi des découvertes comme des sorties éducatives. Ainsi, 33 projets interactifs dans les régions de Ségou et San sont retenus suite à une étude menée par le cabinet Consult Step et financé par l'Union européenne pour un coût de plus de 186 millions de francs CFA. Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui nous est confiée en tant que les premiers bénéficiaires du programme dans le cadre du volet paix et cohésion sociale.
Veuillez trouver ici toute notre reconnaissance pour les efforts que vous faites pour cette couche de jeunes. Chers jeunes, je voudrais encore une fois vous inviter à saisir cette opportunité pour rentrer dans l'histoire en devenant de véritables remparts contre la division. Soyez ces fils qui servent à coudre durablement les tissus, la cohésion dans vos différentes communautés. Au Mali, le projet finance ainsi 77 micro-projets dans les régions de Ségou, San, Mopti, Douanza et Badiangara pour promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique du Mali. Retrouvons à présent Mohamed Kentao Yakouba Kone pour le compte-rendu de ce meeting vendredi tenu par le mouvement Yeraolo debout sur les remparts. Ce sont des milliers de sympathisants de tous bords et de tous âges qui se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture de Bamako pour ce meeting. Un meeting de Yeraolo debout sur les remparts qui fait suite à une lettre adressée à la MINUSMA il y a quelques jours pour réclamer son départ du Mali. Je veux que la MINUSMA quitte le Mali. Depuis qu'elle est là, elle ne fait que nous diviser. Je profite pour remercier le colonel Assimi Goïta et Shogel Kokala Maïga pour leur esprit de patriotisme. Nous sommes obligés de nous préparer au départ de la MINUSMA. Elle est à la base de tous nos problèmes. Les 9 ans de sa présence n'ont rien servi pour le peuple malien. Nous, les patriotes, nous, les soutiens total d'Assimi le colonel, nous voulons que les musulmans de quitter dans notre pays sont venus pour nous aider, de libérer notre pays. Leur mission, c'était ça. Bon, s'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont qu'à quitter. Pendant 9 ans, nous n'avons rien. Les villes qui étaient non équipées, tout est occupé maintenant. Devant leurs partisans, composés de toutes les couches socio-professionnelles, les différents coordonnateurs de mouvement ont eu des mots durs à l'endroit de la mission onusienne dans notre pays. Nous constatons que la MINUSMA est aujourd'hui la seule porte d'entrée de l'ennemi sur notre territoire. Et au-delà de cela, la MINUSMA se donne à des exercices de faux rapports mensongers contre les autorités du Mali et aussi des rapports qui peuvent même compromettre l'institution militaire qui est l'armée aujourd'hui en train de défendre la patrie. Et au même moment, la MINUSMA n'arrive plus à se sécuriser, mais c'est à l'armée malienne de sécuriser la MINUSMA pendant que la MINUSMA a échoué lamentablement sur ses 3 missions principales qui sont la protection des populations civiles, le soutien à l'État malien pour le recouvrement de son intégrité sur l'ensemble de son territoire et aussi l'accompagnement à l'État malien pour la stabilité, la paix et la réconciliation. Prônant l'unité africaine, les responsables de Yeraolo debout sur les remparts ont apprécié les conseils des ministres du gouvernement guinéen auxquels ont pris part des ministres maliens en mission dans ce pays frère. Selon eux, les autorités de la transition sont sur le chemin tracé par les pères des indépendances africaines. Voilà ce qui nous amène à faire le point Covid de ce 6 août 2022. 2 cas positifs, 2 guéris, 0 décès, 12 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Je reçois sur ce plateau Koji Sibi. Bonsoir. Bonsoir Nialu, bonsoir à tous. Alors nous allons parler de notre coupe, la coupe ORTM. C'était la 2e journée dans le groupe B. Cet après-midi, la commune 1 s'est relancée dans la compétition Koji. En effet, Nialu, l'équipe de la commune 1, après sa défaite lors de la journée inaugurale face à la commune 6, a réagi de la plus belle manière en s'imposant 3-0 devant la commune 3. Tidjane Traoré, Fousseni Tangara et Souleymane Keita sont les buteurs. Vous apercevez d'ailleurs les buts de cet après-midi marqués par l'équipe de la commune 1. Eh bien, avec, voilà, on revoit encore justement des très belles actions qui ont conduit à des buts superbes. Donc, très belle réaction cet après-midi de cette équipe de la commune 1. La commune 3 a beau se battre, mais elle n'a pas pu donc revenir au score. Et l'arbitre donc a sifflé la fin de la rencontre sur cette belle victoire de la commune 1 que vous voyez en maillot blanc. Voilà, c'est un penalty que l'équipe de la commune 3 a malheureusement. Le ballon qui va être envoyé dans les airs par ces joueurs de la commune 3
Et vous voyez le coup de sifflet final sur la victoire nette et sans bavure de la commune 1, 3-0. Avec cette victoire, la commune 1 a 3 points au compteur désormais, au même titre que la commune 3 et l'équipe de la commune 6. Ce dimanche, l'autre rencontre de la poule mettra aux prises justement l'équipe de la commune 6 et celle de Bougouni. Et ça sera quand? Ce sera demain après-midi à 16h au stade Mamadou Konaté. Okay. Nous allons poursuivre avec les nouvelles de la 14e journée du championnat national de basketball de première division. Oui, on retient surtout lors de cette 14e journée, les images qui vont suivre, le stade malien de Bamako que vous apercevez, double victoire des stadistes en hommes et dames. Voilà, le stade malien de Bamako qui est en très grande forme justement dans ce championnat national, 14e journée, victoire en homme 72-65 et face à la commune 6 et 77-65 devant Calavan Sport Club. Ça c'était en dames et toujours en dames. Eh bien, le Djoliba Athletic Club a battu l'AS Police 81-74 et aujourd'hui, les derniers résultats ont donné la victoire de l'AS Real 98-63 aux dépens du Tata de Sikasso. Et en dame, le SM Koutiala s'est imposé 56-50 face à l'AS Real de Bamako. Vous apercevez les images de ce championnat national, 14e journée au Palais des Sports Salamatou Maïga, un championnat national justement dominé, comme je le disais il y a quelques instants, par les équipes du Stade malien de Bamako en série hommes et dames, les Blancs qui sont donc intouchables cette année, qui sont en très bonne voie pour la qualification pour le carré d'as. Alors, on va donc toujours parler de basketball, cette fois-ci avec les équipes nationales U18, moins de 18 ans, filles et garçons, qui sont à Madagascar pour les Afro-Basket. Les deux compétitions se tiennent, et bien sûr, à Madagascar. Et chez les garçons, le Mali a battu tout à l'heure l'Égypte par 46-41. Hier déjà, nos juniors garçons avaient perdu face à l'Angola 57-61. Et chez les filles, le Mali ce dimanche joue contre l'Ouganda. Et hier, tenez-vous bien, large victoire contre l'Algérie, 124-24. Ça fait combien de points d'écart déjà? 100 points. Ah oui. 100 points d'écart. Chapeau à l'équipe malienne. Ouais. Ah oui. Les filles, comme à leur habitude, voilà, qui sont très rayonnantes sur la scène continentale. Ce sont les meilleurs. Voilà. On va continuer avec le volleyball, notamment la CAN Zone 3 hommes et dames. Et le Mali brille aussi à ce niveau. Là-bas aussi. Ah oui, c'est un homme et dames. Bien. Le Mali, comme vous pouvez l'apercevoir sur les images, le Mali qui est la première équipe qualifiée pour les demi-finales en hommes avec cette victoire sur le Niger 3-7-1. L'équipe du Mali qui avait déjà reçu son entrée dans ce tournoi en battant le Ghana par 3-7-0. Et pas de rencontre chez les dames aujourd'hui. Voilà, les aigles dames qui sont d'ailleurs sur une bonne lancée, malgré qu'elles soient au repos aujourd'hui, puisqu'elles avaient gagné 2 fois, c'est-à-dire leurs 2 premières rencontres dans ce tournoi, et notamment contre le Burkina Faso et contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Vous apercevez, voilà, ces aigles dames heureuses. Et il y a de quoi, puisque double victoire voilà, dans cette compétition. Ce dimanche est consacré au repos Nyanya Aliou Traoré. Et on va terminer, si vous le permettez, bien sûr. Cyclisme. Course de vélo à Koumantou, le grand prix du cyclisme organisé par la Fédération malienne de la discipline et parrainé par Lassina Togola, président directeur général des aéroports du Mali, a regroupé 105 cyclistes venus de tous les horizons du Mali. Eh bien, cette cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix, le colonel-major Ismaël Ouagé, et le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports. Je n'en dis pas plus, on va suivre le reportage de Jafar Aïdara. Cette course dédiée à la réussite de la transition organisée à Koumantou par la Fédération malienne du cyclisme et parrainée par le colonel Lassina Togola, président directeur général des aéroports du Mali. Ce grand prix a enregistré la présence de 105 cyclistes venus de Bamako, Ganadougou, Sigasso, Kigna et Koumantou. J'ai été honoré d'avoir été choisi comme parrain. C'est important de remercier le chef de l'État qui est à la base de ces initiatives, qui dans son projet c'est vraiment de soutenir la population.
Et vous avez vu aussi les œuvres sociales qu'on a commencé à regarder, le forage que le président de la transition a fait dans notre commune ici. Nous avons suivi aussi l'exemple. Et donc ce qui a fait qu'on est là ici aujourd'hui. Le tout a été couronné par ce tournoi de cyclisme. Sur une distance de 90 km parcourus, Yaya Diallo du club cycliste Ernest Denyena s'est classé premier de la course. L'un des principaux vecteurs pour faire passer le message de paix et la cohésion, c'est le sport. Et aujourd'hui, la région de Sigasso, la région de Bougouni et la commune de Koumantou et aussi le cercle de Niena sont connus pour être, on va dire, le terroir national du cyclisme. Donc un grand prix organisé ici est une meilleure opportunité pour parler de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Il est important quand même aussi de signaler que les actions posées aujourd'hui ici par le colonel Togola, dans le cadre du cyclisme, mais aussi dans le cadre des œuvres sociales, en complétant ce que le chef de la transition a fait, est impressionnant. Auparavant, le ministre Ouagé, accompagné du colonel Lassana Togola, du gouverneur de Koulikoro et une forte délégation ont visité quelques œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avant d'inaugurer un château d'eau gracieusement offert au lycée de Koumantou par le directeur général des aéroports du Mali pour répondre au cri de cœur du proviseur du lycée de Koumantou. Ce qui fait la beauté de ce sport, le cyclisme, c'est qu'il n'y a pas très souvent de tickets d'entrée. Les supporters viennent spontanément à la fête et vous avez vu le beau monde. Oui. Mais on ne nous a pas dit qui a gagné ou bien c'est une compétition qui est lancée? Au-delà du résultat technique, oui. Voilà, c'est l'objectif de la chose qui est le plus important. Et on va juste terminer en rappelant au football, eh bien, la Coupe ORTM dans le groupe B, deuxième journée. Ce dimanche, Commune 6 Bougouni, ce sera au stade Mamadou Konaté. Et comme vous le savez, la Coupe ORTM, c'est en direct et en intégralité sur ORTM 2. Voilà. À suivre sur ORTM 2. C'est tout, Koji? C'est tout. C'est ce qui met un terme à ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Koumantou, Kignan et Kenyeba. Bonsoir à tous.